Georges Feydeau. C'est un auteur dramatique, peintre et collectionneur d'art français, né à Paris en 1862. Son père, Ernest Feydeau, est un ami proche de Flaubert. Il a grandi dans une famille noble. Il a écrit sa première pièce à 7 ans. Il a arrêté l'école à 14 ans pour se consacrer au théâtre. Il adore le théâtre. Il deviendra le maître incontesté du vaudeville. Le roi du vaudeville. Le digne successeur de la biche. Le plus grand comique après Molière. Un vaudeville est une comédie sans but moral ni psychologique qui repose sur le comique de situation. Il connaît un grand succès et gagne beaucoup d'argent. Il a fait l'unanimité du public français et les critiques louent l'excellence de son style comique. Mais à cause de son train de vie mondain et de sa passion pour le jeu, il perd toute sa fortune. Il est aussi considéré comme le précurseur du théâtre de l'absurde. Ah ouais. Il disait « La vie est courte, mais l'on s'ennuie quand même ». Il passe ses soirées dans des cafés et bars parisiens. Ça l'inspire beaucoup et ça nourrit ses pièces. Il boit beaucoup et il se drogue. Il meurt à 58 ans atteint de la syphilis. Donc on a travaillé, comme l'a dit Mélanie, pendant 3 jours sur Feydeau justement, et on a sélectionné pas mal de monologues et d'extraits de pièces que vous allez découvrir maintenant. C'est fait. La lettre est envoyée. Le dépit m'a donné du cœur et je l'ai jeté de ma main à la poste. Sans avoir peur. Oui, nous revenions de l'église. Ma gouvernante allait devant. Et nul ne me voyait. Je l'ai mise dans la boîte, résolument. Mon Dieu, j'ai écrit bien peu de choses. Ma lettre était si courte. Quoi? Ce n'est pas bien mal, je suppose. 3 mots. Ernest, enlevez-moi. Enlevez-moi, ce n'est pas grave. Ça se fait dans tous les romans où on voit un seigneur beau, brave, galant, bref, plein d'agréments. Enlever la belle qu'il aime quand ce cas est trop commun. Quand, par un despotisme extrême, on ne veut lui donner sa main. Eh bien, ce cas que je déplore, ce cas s'est présenté à moi. Ernest, un garçon qui m'adore, vient de recevoir son renvoi. Oui, jusqu'à la saison prochaine. Et sait-on pourquoi? C'est navrant. Cela redouble encore ma peine. Maman me trouve trop enfant. Trop enfant, moi? Mais ça m'exaspère. Enfin, j'ai mes 17 printemps. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi ma mère dit à chacun que j'ai 15 ans. Eh bien non! Je demande une trêve à ces propos humiliants. C'est demain soir que l'on m'enlève. Voilà ce que font les enfants. Oui, demain soir, quand, dans le village, tout le monde sommeillera. Juste à minuit, selon l'usage, Ernest dans le jardin m'attendra. Nous irons bien loin de la sorte, à Melun, Venise, Bayeux, Pontoise, peu m'importe, tant que nous sommes tous les deux. Et puis, après cette aventure, quand nous daignerons revenir, il faudra bien que je me figure que l'on consente à nous unir. Mais j'oubliais, Ernest n'a pas la clé du jardin. Or, dans la nuit, la porte est close. Comment le fera-t-il demain? Il est capable de tout faire. Dieu s'il escaladait le mur. Il est tout hérissé de verre et s'y blesserait, c'est sûr. Non, tout se passera parfaitement. Il aura bien sûr son échelle. C'est un garçon prévoyant. Mais si tout de même il y arrive quelque chose, quelque malheur, je ne sais quoi, alors quelle perspective ce serait de ma faute? À moi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un papier? Que vois-je? Ernest, enlevez-moi! Mais c'est ma lettre! Dois-je croire à ce que je vois? Mais alors celle que j'ai mise à la poste ce matin? Que veut dire cette erreur? Parce que j'en ai mis une, enfin. Oh, je m'y retrouve. Oh, quelle erreur, mais quelle erreur! J'ai mis en place de ma lettre le compte de mon blanchisseur. Quelle horreur! Oh, voilà que ça recommence! Allons bon. Viens, marchons! Attends que je parle. Mais viens donc, voyons, tu m'auras plus
Oui, oui. Oh, tu sais. Oui, du courage, du courage. Ah, du courage. Ça ne sera rien, ça ne sera rien. Comment ça ne sera rien? Mais si, j'espère bien que ce sera quelque chose. Quoi ben, évidemment que ce sera quelque chose. Si je devais souffrir comme ça pour rien. Mais oui, naturellement. Mais quelle horreur! Quoi? Mais tu sens le fromage! Ah, c'est le macaroni. Mais ça m'est égal que ce soit le macaroni, tu sens le fromage, voilà tout! Je suis désolé. Oh, vraiment, tu vois que je suis malade, tu peux même pas avoir l'intention de ne pas manger de macaroni! Si tu me laissais aller boire aussi, parce que j'étouffe un peu, tu sais. Oh, mais je t'en prie, enfin, tu empestes! Pardon. Oh, tu peux bien marcher en tournant la tête de l'autre côté! Oui. Ça ne fait rien, serre-moi, fais-moi mal! Oui. Oh, quel sale moment! Quoi? Je t'engage! Je voudrais t'y voir! Mais j'ai pas dit j'ai le... Ok. Ah, tu as le hockey maintenant! Oh, tu choisis bien ton moment! Oh, que j'ai mal! C'est pas un pote, c'est le macaroni qui m'étouffe. Oh. Ça ne fait rien! Arrête de respirer, c'est pas difficile, ça passera! Arrête de respirer, c'est pas difficile. C'est facile à dire, ça. Oh, est-ce que tu es égoïste! Moi? Évidemment, tu es occupé que de toi! Par exemple, qu'est-ce que je fais là? Voyons. Ah, et puis je t'en prie, encore une fois, ne me parle pas dans la figure avec ton fromage! Pardon. Et tu m'agaces avec tes... Mais je le... Ok, enfin. Eh bien, et le hockey, mais ne fais pas tout le temps! Je ne fais pas exprès. Je ne peux pas ne pas faire yop quand j'ai le hockey, sapristi. Eh bien, va boire si tu as le hockey, va boire! Ah, mais je ne demande pas mieux. Voilà 1 heure que je... Eh bien, ne parle pas tant et bois! Oui. Quelle journée! C'était Léonie, ou Le Mal Joli, une pièce écrite en 1908. Elle a eu beaucoup de succès. Je tirais depuis quelque temps un peu le diable par la queue. Quand je touche, hier, 1000 francs, en belle paperasse bleue. Et puis heureux comme un gamin. Allons, passons par la ville et jetons-leur à pleine main avec mon beau billet de 1000. Et me voilà, le cœur joyeux, m'étalant dans mon importance. Croyant qu'on peut voir dans mes yeux quel est l'état de mes finances. Pour me réchauffer l'estomac, j'entre acheter un bon manille à la marchande de tabac avec mon beau billet de 1000. Je choisis, je prends, je remets, je fais craquer tous les cigares avec cet air des fins gourmets méprisant les fumeurs barbares. Là, mon choix est fait. Payez-vous? Pas de monnaie? Ah, quelle tuile! Je ne puis donner 4 sous avec mon beau billet de 1000. Ah, bah, me dis-je, allons toujours dîner. Nous fumerons ensuite. Et d'abord, à nous les amours. Je connais certaines petites, courant les inviter à dîner. Chez Ninette aussitôt je file, comme nous allons si gaiement festiner avec mon beau billet de 1000. Tu n'aurais pas de sous sur toi? Tu n'aurais pas de sous sur toi? Fis-je à l'enfant. Pas la moindre somme? Je ne prends jamais gain sur moi quand je sors avec les hommes. Reste à filer piteusement. Vrai, mon argent m'est bien utile si je suis pauvre. Franchement, avec mon beau billet de 1000. Et ce billet m'est un fardeau? L'avoir et n'en pouvoir rien faire. J'aimerais donner un lambeau à chaque pauvre sur la terre. Tout me tente. Ce que je vois. Je suis bien avancée, ma Je foi. suis bien avancée, ma foi, avec mon beau billet de 1000. Enfin, mon supplice à sa femme. Un restaurant, c'est notre affaire.
Agnès et moi mourons de faim. Quel bon dîner allons-nous faire? En cabinet privé, nous nous mettons, c'est plus tranquille. Je peux t'offrir tout ce que tu veux avec mon beau billet de 1000. Et le fait est qu'il me semblait plus doux encore de me voir riche. Elle aura tout ce qui lui plaira. Je puis ne pas être chiche. Comme alors, son œil s'animait, son regard était fébrile. C'est pour moi seule qu'elle m'aimait, pas pour mon beau billet de 1000. Bodegay! 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 Bueno, Bodegay! Ah, Bodegay! Hey! Bodegay! Hey! Venez! Eh bien voilà, mon Dieu, voilà! Ah, que vous l'avez, que vous filez comme une lapine! Pourtant, je ne peux pas me présenter dans cette tenue quand il y a des gens qui montent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Que Yolé que vous l'êtes essayé! Yolé est venu que vous tout! Encore? Oh zut! Bodegay, je suis à vos ordres! Oui? Eh bien, allez donc me chercher un pantalon. Un pantalon? Moi? Ah, Bodegay, ne fais pas le sceptique! Quoi? Jodis, ne fais pas le sceptique! Ah, le sceptique, le sceptique. Qu'est-ce que c'est que ça que le sceptique? Parlez donc français au moins. SCE, ça fait C et non pas ske. On dit le sceptique et non pas le sceptique. Bueno, il m'est égal, sceptique, c'est le même! Bon, finissons-en. Vous voulez me tuer? Non! Comment non? Je l'étais venu pour, mais maintenant, je ne vous doute plus. Ah, eh bien tant mieux. Non, parce que je viens de voir Lucette Gauthier, qui est en bas, il m'a dit quelque chose de douloureux, mais je n'ai pas le choix. Ça, il m'a dit, je ne serai la vôtre que si Bodegay veut encore être la mienne. Hein? Allez, il m'est doux, surtout quand je pense à la sandale d'hier. La sandale, qu'est-ce que c'est que ça, la sandale? La sandale que vous allez faire à Lucette. Ah, le scandale, vous dites la sandale. SCA, ça fait SCA et non pas ça. Bodegay, tout est foutu de moi? Tout à l'heure, vous dites sceptique, vous dites sceptique. Bueno, maintenant, vous dites sandale, vous dites scandale. Bodegay! Général! Prenez garde! Eh oui, donc à quoi? Bueno, je vous dis maintenant, vous allez l'accommoder avec Lucette. Moi? Jamais de la vie! Non? Alors, je le vous tout! C'est ça, de me tuer moi! Mais cependant, il faudrait savoir, tout à l'heure c'était parce que j'étais avec elle et maintenant c'est parce que je ne suis plus avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, et il aimait tout est bête? Hein? Je veux que vous soyez sa moigne. Oui, à toi, mais non à moi. Il y a un moyen de trouver. Vrai? Ah, Bodegay, vous êtes une amie. Tu vas aller. Tu permets que je te tutoie? Oh, je vous prie. Vous allez aller trouver Lucette et lui dire que vous m'avez vu et que je refuse tout rapprochement. Pourquoi? C'était un extrait du Fil à la patte, une pièce qui a eu un succès monumental en 1894 et qui est restée 129 fois à l'affiche. Maintenant, vous allez écouter un monologue qui s'appelle Un homme économe. Oui, adieu mon garçon. Bien des choses à ta mère. Quand je dis bien des choses, pas trop. L'exagération, ça ne sert à rien. Un peu de choses à ta mère, voilà tout. Oh les neveux, que de frais inutiles. En voilà un qui voulait me soutirer de l'argent pour des dettes. Non mais je vous le demande, qu'est-ce que vous y auriez fait à ma place? On est oncle, n'est-ce pas? On a certaines obligations. Je l'ai amené à ma caisse, j'ai étalé beaucoup d'argent et je lui ai dit « Si tu es économe, tu pourras en avoir un jour autant que ça. » Non mais c'est si simple. Vous voulez être riche? Soyez économe. Moi je l'ai été toute ma vie. Ainsi aujourd'hui, j'ai une grosse fortune. Je suis très heureux. Je me refuse tout. Et quand je mourrai, eh bien, j'aurai beaucoup d'argent. N'est-ce pas l'idéal ça?
Par exemple, il n'y a pas de petite économie. Ainsi, lorsque j'ai une course à faire, j'y vais toujours à pied. Et si je suis pressé, le premier omnibus qui passe, je ne le prends pas. Et je cours. J'arrive tout aussi vite et je n'ai pas dépensé un seul radis. N'est-ce pas? Voilà ma fortune. Tenez, l'an dernier, on m'envoie une terrine. Tenez, l'an dernier, on m'envoie une terrine de foie gras. Elle a duré 2 mois. On s'est mis tous autour de la terrine et on l'a respirée. Seulement, au bout de 15 jours, elle commençait à moisir. Alors, on l'a grattée avec des couteaux. Enfin, au bout de 2 mois, elle était si mauvaise qu'on a dû la manger. Que voulez-vous? On ne savait plus qu'en faire. Eh bien oui, c'est au-dessus de moi. Je n'aime pas qu'on gâche. Ainsi, j'ai un parent. Il me met au désespoir. Il dépense pour dépenser. Tenez, il avait un chien qu'il adorait. Il a tambouré qu'il est mort, le chien. Et lui aussi. Ils sont morts tous les deux. Eh bien moi, mon chien, il se portait à merveille. Il est mort au bout de 8 jours. Il n'a eu aucune indigestion. Eh bien, encore une économie. Lorsque vos souliers sont crottés, vous payez 6 sous un commissionnaire, n'est-ce pas? Naïf. Moi j'attends. Et quand je vois un gogo comme vous, qui se fait cirer, je me fourre mon pied à côté, et le commissionnaire croit que c'est l'autre pied du monsieur, et il me cire le mien. Le monsieur ahuri ne dit rien, je les laisse ensemble pour qu'ils s'occupent du 3e pied, pendant que moi je vais chercher un autre gogo pour faire la paire. C'est comme au jeu, tenez, parce qu'avec mes principes d'économie, il ne faudrait pas croire que je suis un mauvais joueur. J'ai seulement ma façon. Quand je vois des gens qui jouent, je me tiens derrière et je me dis, tiens, voilà un coup que j'aurais pu jouer. Et je mise en moi-même des sommes énormes. Quand je perds, je gagne. Je gagne ce que je ne perds pas. J'ai les mêmes sentiments que les joueurs, seulement à l'envers. Ah, si je m'écoutais, je prendrais un cours d'économie sociale et politique. Et il n'y aurait que des riches, plus un seul pauvre. J'apprendrais aux gens à tirer de tout, à économiser tout. On n'épouserait que des femmes riches et on n'aurait jamais d'enfants. Ce serait la fortune assurée pour les générations à venir. Oh non, 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 moi je m'en vais là. Ça m'agace. Des monologues. Sérieusement, si j'étais à la préfecture de police, je les défendrais. C'est faux, archi faux. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul. Il pense. Et alors, il ne parle pas. C'est ce qui le distingue des fous qui parlent et qui ne pensent pas. Admettre le monologue, c'est rabaisser l'humanité. Et on devrait le défendre. Ça me rend malade. Moi, je n'accepte le monologue qu'à plusieurs. Parce qu'alors, ce n'est plus un monologue, mais ce sont des gens qui se parlent. Et nous, qui les écoutons, nous sommes comme des indiscrets. Mais ils ne s'occupent pas de nous. Tandis que celui qui vient nous débiter un monologue. Mais de quel droit? Qui est-ce qui lui demande quelque chose? Enfin, c'est comme si je venais vous en dire un, moi. Hein? Qu'est-ce que vous diriez? C'est faux, archi faux, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes du même avis. Ah! Quand on a une excuse, bon, je comprends. C'est autre chose. Ainsi, moi, tenez, j'ai un concierge. C'est très curieux, pas d'avoir un concierge, c'est une infirmité. Non, c'est qu'il parle toujours seul. Mais lui, ça ne me dérange pas, parce qu'il a une excuse. Il est sourd. Il parle, c'est une façon de s'entendre penser. Tandis que les monologues, on dirait toujours que c'est arrivé. Ainsi, dans les tragédies de Corneille, c'en est rempli. À chaque fois que j'en vois un, je quitte la salle, ça m'insupporte. Et je ne rentre que lorsqu'un second personnage rentre aussi. C'est pourquoi vous me voyez toujours au niveau des strapontins. C'est bien sûr plus commode pour sortir. Enfin, je vous demande un peu, quoi de plus ridicule qu'un homme qui a bien autre chose à faire que de bavarder tout seul et qui se met à déclarer, par exemple, «
Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant souffert que pour cette infamie? Mais c'est idiot! L'autre jour, j'étais à l'exposition. Il y avait des dames, beaucoup de dames. Il y en avait une devant moi. Elle était très bien. Elle parlait toute seule, mais j'entendais tout ce qu'elle disait. Ah, je suis bien fatiguée. Si je prenais une voiture, j'irais dîner avec plaisir au restaurant. Un bon buisson d'écrevisses, du champagne, oh, ce serait délicieux. Et ainsi de suite. Elle faisait du monologue. Mais là, soit, il y avait une excuse. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne lui en ai même pas voulu du tout. Enfin, c'est une affaire, c'est un monologue qui m'a coûté très cher. Passons. Tenez, ma femme. Elle est bien bonne. Pas ma femme, l'aventure. Elle était un soir, dans sa chambre, étendue sur son divan. Je rentre doucement. Elle parlait toute seule. Elle disait des bêtises. Auguste, viens, n'aie pas peur. L'autre est sorti. Tu n'as rien à craindre. Auguste, je vous demande un peu. Ah, et au fait, je m'appelle Ernest. Elle faisait du monologue. Mais là, je n'ai pas pu lui en vouloir. Elle dormait, elle n'y pouvait rien. Enfin, celui-là, je le comprends. Mais les autres, c'est faux, archi faux. Ah, si jamais je venais comme cela, à propos de rien, vous raconter mes petites affaires, je voudrais que chacun de vous se levât et me cria « Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en » Désolée, mon ami. Je te fais attendre. Crois-tu? Je reviens d'une course de loin. Je t'expliquerai ça. Lucienne, si je t'ai demandé de venir, c'est pour t'annoncer quelque chose de grave. Mon mari me trompe. Hein? Victor Emmanuel. Victor Emmanuel, parfaitement. Tu n'as pas la preuve? Eh bien non. Mais tu me la trouveras. Moi? Si, Lucienne, t'étais ma meilleure amie au couvent. Ça, certes. C'est donc à toi que je vais te voir. C'est donc à toi que je vais te voir d'avoir recours quand j'ai quelque chose à demander. Tu es bien bonne, je t'en remercie. Mais quoi, j'ai pas raison? Si, mais... Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'est-ce que je dois faire, dis-moi? Pour mon mari, donc. Mais est-ce que j'en sais, moi? C'est pour ça que tu m'as fait venir? Mais oui! Tu en as des bonnes. Déjà, qui te dit qu'il est pensable, ton mari? C'est peut-être le plus fidèle des époux. Lui? Dame, puisque tu n'as pas la preuve. Il y a des choses qui ne trompent pas. Justement, ton mari fait peut-être partie de celle-là. J'en étais arrivée à songer à prendre un amant. J'en étais arrivée à songer à prendre un amant. Juste pour m'en créer des soucis. Un amant, toi? Tiens, Romain Tournelle pour ne pas se citer. C'était à 2 doigts, ma chère. Et maintenant, mon mari me trompe. Ah, ça dépasse. Tu as une remarquable... Quoi, je n'ai pas raison? Quoi, je n'ai pas raison? Si, seulement, voilà. Tout ce que tu me dis ne me prouve rien. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Des bretelles! Oui, j'avais compris. Devinez qui elles sont, ces bretelles?
ton mari. Ah, tu vois, tu ne les défends plus autant. Et non, mais je dis ça parce que si t'as des bretelles, elles sont plus à ton mari qu'à un autre monsieur. Parfaitement. Et maintenant, explique-moi pourquoi il les a reçus ce matin par la poste, ces bretelles. Par la poste? Oui, un colis postal que j'ai ouvert par mégarde en inspectant son courrier. Pourquoi inspectes-tu son courrier? Pour savoir ce qu'il y avait dedans. Si c'est ça que t'appelles ouvrir un colis par mégarde. Oui, enfin, dame. Par mégarde signifie qu'il ne m'était pas destiné. Ah bon? Et dis-moi, pourquoi il les aurait reçus par la poste? C'est certainement qu'il les avait oubliés quelque part. Et sais-tu où il était, ce quelque part? Tu me fais peur. À l'hôtel Minet-Galant, ma chère. Qu'est-ce que c'est que ça? L'hôtel Minet-Galant, oui. À Montretout, en plus de ça. Encore un nom qui en dit loin. Il n'y a plus de doute. Mon compte est net. Je la suis. C'était un extrait de La puce à l'oreille, créé en 1907. Pour la critique de l'époque, c'est une très grande pièce de Feydeau. Voulez-vous voir des députés? Regardez-nous. C'est demain que nous sommes élus. Vous blagoulez? Mais ça, c'est la seule chose que j'ai à craindre. Vous voyez que nous avons nos chances. D'ailleurs, j'ai des affiches, car enfin, tout dépend des affiches dans les élections. Il y a notre nom, en grosses lettres, avec notre portrait. Pour ceux qui ne savent pas lire. Et en dessous, candidat du parti de ses électeurs. Comme cela, il n'y aura pas de mécontents. Puis partout, des calembours pour faire rire les électeurs. Car quand on a les rieurs de son côté, vous savez. Enfin, en bas, nous avons lancé cette phrase qui n'a l'air de rien. Votez pour nous, c'est votre intérêt à tous. Et vous comprendrez bien qu'on n'est pas assez bête pour voter contre son intérêt. Par conséquent, ça y est, nous sommes élus. Et tout d'abord, nous réformons tout. Nous sommes pour la réforme. D'ailleurs, il paraît que ça se voit sur sa figure. C'est vrai. Quand j'ai passé mon conseil de révision, le médecin-major, ici présent, il m'a dit tout de suite, voilà un homme qui est pour la réforme. Je lui avais rien dit, moi. Voilà ce que c'est que d'être physionomiste. Eh bien alors, bling blang, réformons. Ainsi, tenez la révision, puisque nous en parlons, la fameuse révision. Qu'est-ce que c'est? On veut réformer la Constitution. Je la connais pas, moi, la Constitution. Mais enfin, il est évident qu'elle a besoin de réparation, car il n'est pas de si bonne Constitution qui ne se détériore pas avec le temps. Alors, il s'est agi de s'entendre. C'est pour ça que nous avons réuni le Congrès. Et nous n'avons rien entendu du tout. On a crié si fort qu'il n'y a que les sourds qui ont entendu quelque chose. Et ceux qui ne l'étaient pas en sont revenus. Eh bien, pendant qu'on criait, je l'ai trouvé, moi, le remède. Je l'ai trouvé dans le journal. Pour les constitutions faibles, demandez le faire braver. Et bien voilà votre affaire. Tout le monde offert. C'est le seul moyen d'avoir un peuple libre et indépendant. Eh bien alors, vling vlang, réformons. Mais moi je vous dis que tout est dans le marasme. Tenez le théâtre, vous dites toujours, bon il n'y a plus d'auteurs. Bah ça c'est pas vrai. La vérité c'est qu'il n'y a plus de pièces. Enfin, le reste importe peu. Qu'on nous donne des pièces et l'on ne remarquera même plus qu'il n'y ait plus d'auteurs. Non pas que je cherche à les défendre. Les trois quarts sont des nullités. Et je sais ce que c'est. J'en suis moi-même, hein. Aujourd'hui, on aime les précieuses ridicules, les pièces d'un rococo. On dirait que cela a été fait il y a au moins 40 ans. Ça a eu un succès fou. Pourquoi? Parce que c'est indécent. Vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, la nouvelle école va trop loin. Eh bien alors, bling blang, réformons. Tenez, c'est comme les acteurs. Eh bien moi, je les supprimerai, les acteurs. Ce sont eux qui tuent le théâtre. Mais bon, osez donc dire ça, on vous arrachera les yeux. Oh monsieur, comment pouvez-vous dire ça? Les acteurs, ils sont super, nanani nanana. Bah quoi? Je ferais la même chose si j'avais du talent. Et puis, je pense que le plus grand tort aujourd'hui, c'est d'écrire des rôles pour les acteurs. Tenez, Sarah Bernard dans Phèdre. Oh mon Dieu, elle est super, cela va sans dire. Mais il est évident que chose, enfin, machin, enfin l'auteur a écrit cela pour elle. Eh bien alors,
Vling vlang, réformons. C'est comme pour l'armée d'ailleurs, la loi 3 ans. Moi, je la supprimerai. En principe, pour être un bon citoyen, il faudrait rester soldat au moins toute sa vie. Autrefois, quand il y avait des guerres de 100 ans, est-ce que les soldats ne restaient pas tous les 100 ans sous les drapeaux? Eh bien alors, de quoi se plaint-on? Ah, par exemple, si vous voulez une armée, il ne faut pas l'envoyer à la guerre, parce que la guerre, ça la détruit. Mais tenez, prenez plutôt le civil, celui qui ne fait rien. Dame, enfin, c'est indiqué. Mais ce sera rejeté. La Chambre votera peut-être. Mais les sénateurs repousseront. Ils repoussent toujours les sénateurs. Ce n'est pas comme leurs cheveux. Mais moi, j'ai une idée de génie. Je voudrais qu'on transportât les députés au Sénat Et les sénateurs à la Chambre. Comme cela, les députés seraient toujours d'accord avec la Chambre. et la Chambre avec le Sénat. Blanc. Ce que c'est que la déveine! J'avais mis mon beau pantalon, un pantalon de la semaine, et m'en allais voir Madelon. Madelon, c'est le nom d'une femme. Vous l'avez aisément compris que Madelon, c'était la dame de qui mon cœur était épris. Faisant sans projet de ménage, j'allais devant moi tout songeur, rêvant un prochain mariage d'où provenait tout mon bonheur. Bref, j'en avais tant dans la tête que là, sur le bord de trottoir, pour mieux réfléchir, je m'arrête sans même m'en apercevoir. Soudain, à la jambe, j'éprouve une étrange sensation. Je tâte. Qu'est-ce que je trouve? Horreur! Une inondation! Un affreux chien, un chien vulgaire, ignorant les lois du bon ton, pour quelques simples réverbères avait pris mon beau pantalon. En voyant cette immense tache, je pousse un cri, puis furieux, dans le dos du chien, je détache un coup de botte généreux. Après quoi, dans une boutique, j'entre afin de faire laver l'humiliation publique dont on venait de m'abreuver. La chose faite, et tout humide, tout mouillé dans mon pantalon. Tout mouillé dans mon pantalon, je dirige mon pas rapide vers la maison de Madelon. Je n'avais pas tourné la rue que tout à coup, là, je perçois comme une chose qui remue, qui renifle près de moi. Je regarde. Oh ciel, quelle audace! Non, vous ne le devinerez pas. Des chiens, 10, 15, 20, en masse, sont là, me suivant pas à pas. Exaspéré, je les repousse à coups de pied comme je peux. Ils reviennent à la rescousse et me suivent, à qui mieux. En voyant cette immense troupe dont je suis tout environné, bientôt une foule se groupe. Chacun me regarde étonné. L'on se questionne, on se demande si je montre des chiens voyants. Si je montre des chiens voyants, oui. Un monsieur même me marchande. Un chien? Oui. Combien je le vends? Ah, monsieur, comment on débarrasse? Tout prenez-les tous, ils sont à vous. Que l'on extermine la race, au nom du ciel, prenez-les tous. Chacun me voyant de la sorte, me croit sorti de Charenton. Enfin bref, j'arrive à la porte du logis de ma Madelon. Ouf, mon supplice a donc un terme. Je sonne, j'entre, et promptement, au nez de tous les chiens, je ferme la lourde porte poliment. Mais voilà bien une autre affaire. À peine ai-je vu Madelon qu'elle me montre, toute fière,
Un tout petit chien de salon. Je vais de l'acheter, dit-elle. Hein? N'est-ce pas qu'il est mignon? Certes, oui, la bête est très belle, murmurai-je piteusement. C'était un animal horrible. Mais il plaisait à Madelon. Soudain, j'eus une peur terrible. Le chien flairait mon pantalon. Et ne voyez donc pas comme il vous aime, me dit ma future en riant. En effet, oui, j'étais tout blême. Madelon trouvait ça charmant. Hélas, ma crainte était fondée. Là, tout à coup, en plein salon, je sentis ma jambe inondée. Encore, oui, sur mon pantalon. C'en est trop, j'éclate en furie, et comme un fou, subitement, aux yeux de la belle ahuri, je me lève et sors brusquement. J'étouffe, j'en ai la berlue, je n'en puis plus, mais patatras! Qu'est-ce que je vois dans la rue? Tous mes chiens m'attendaient en bas. C'est un crampon. C'est un crampon. C'est une colle. Je ne sais comment les chasser. Soudain, je pique une course folle pour pouvoir m'en débarrasser. Hélas, il court aussi vite. Et qui pisait, plus nous allons, plus cette meute, à ma poursuite, s'accroît derrière mes talons. Déjà, ce n'est plus une troupe, c'est une révolution qui va, court, crie, aboie et coupe partout les circulations. Pas une voiture n'avance, les tramways doivent s'arrêter. Cela fait un désordre immense, chacun commence à s'ameuter. Plus d'un chien que l'on tenait en laisse, partout les autres attirés, traînent son maître ou sa maîtresse, son conducteur tout atterré. J'ai des enfants, des vieilles femmes, des aveugles, des éclopés, des bigotes, des jeunes dames, tous après moi précipités. C'est en vain que chacun résiste. Il faut bien suivre le courant. C'est en vain que chacun... Ils sont tous là, suivant ma piste, roulant, tombant, vociférant. On parle de guerre civile. Paris entier est en émoi. Et moi, je traverse la ville, avec cette horde après moi. Enfin, tout mouillé, tout en nage, j'arrive chez moi, tout perclus, jurant bien, le cœur plein de rage, que l'on ne m'y reprendrait plus. Depuis, d'une odeur immonde, je m'infecte du haut en bas. C'est un peu gênant dans le monde, mais les chiens ne m'approchent pas. Nous allons terminer avec une pièce intégrale, a priori plutôt courte. Elle s'intitule Fiancés en herbe, c'est l'histoire de deux enfants qui jouent. Maître Corbeau sur un arbre perché. Maître Corbeau sur un arbre Maître perché. Corbeau sur un arbre perché. Maître Corbeau sur un arbre perché. Oh, que ça embête. Ça n'arrive pas à rentrer. Moi, ça commence. Je connais jusqu'à fromage. Tenez dans son bec un fromage. 2 lignes déjà? Oui. Et toi? Moi, je commence un peu à savoir le titre. Oh, tu verras, ça n'est pas très difficile. C'est très bête cette fable-là. C'est pour les petits-enfants, mais on la retient facilement. Dis donc, tu les aimes toi, les fables de La Fontaine? Oh non, ça n'est plus de mon âge. Qui c'est qui les a faites, les fables de La Fontaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas de talent. Non. Pourquoi ça s'appelle les fables de La Fontaine? Pour rien. C'est un mot composé, comme dans la grammaire.
Rez-de-chaussée, arc-en-ciel, chou-fleur. Haricots verts. Mais parfaitement! Eh bien moi, j'aurais appelé ça fable des animaux, plutôt que fable de la fontaine. Parce qu'on y voit tout le temps des animaux et presque pas de fontaine. Voilà. C'est évident. Mais et on devrait le dire à l'auteur. Ah, l'auteur, ce qu'il aurait mieux fait, c'est de ne pas les écrire, ces fables. Car c'est à cause de lui qu'on doit les savoir. S'il ne les avait pas faites, on n'aurait pas à les apprendre. Et à quoi ça sert-il, les fables? Eh bien, cela vous apprend quelque chose. Ah, par exemple, qu'est-ce que nous apprend le corbeau et le renard? Mais cela t'apprend qu'il ne faut pas parler à quelqu'un quand on a du fromage dans la bouche. C'est que c'est vrai. Oh, je n'aurais jamais trouvé ça tout seul. Quelle bonne idée ont eu nos parents de nous mettre chez la même institutrice. Comme ça, nous travaillons ensemble. C'est bien plus facile. Oui, il n'y a que l'institutrice qui ne me plaît pas. C'est une paresseuse et elle ne veut pas se donner la peine de faire nos devoirs. Que veux-tu? Nos parents lui donnent raison. Et puis, elle est toujours cafarde, toujours moussier le nez. C'est être pâté toutes les pieds. Faut pas savoir sonner les sonnes. J'ai dit cette chaussée à moussier papa. Et alors, papa me prive de dessert. Elle est très embêtante. Ah, ce n'est pas tout rose, la vie. Oh non, surtout que depuis quelques jours, je suis perplexe. Perplexe? Oui, c'est un mot de papa. Ça veut dire perplexe, quoi. Et pourquoi es-tu ce que tu es? Je crois que papa a l'intention de me marier. Toi? Oui, je ne sais pas. Tu connais la marquise d'Angelure, l'amie de maman? Eh ben, elle a une fille, tu sais, qui renifle tout le temps. Ah, si cela avait pu être toi seulement. Moi? Oh oui, toi. J'ai de l'amitié pour toi. J'ai de l'amour. À quoi voit-on qu'on a de l'amour? Oh, c'est pas bien compliqué. On joue ensemble, par exemple. Tu me casses mon cerceau, je ne te donne pas de coups. Ça prouve que j'ai de l'amour. Mais alors, j'ai souvent eu de l'amour, moi. Il y a eu beaucoup d'enfants qui m'ont cassé mes jouets. Et je ne leur donnais pas de coups parce qu'ils étaient plus forts que moi. Mais je ne savais pas que c'était de l'amour. Henriette, et si tu voulais nous marier ensemble? Ah, je ne peux pas. J'ai promis à papa que je l'épouserais. On n'épouse pas son père. Pourquoi donc? Parce qu'il est de votre famille. Quoi? Il a bien épousé maman. Il me semble que c'est bien de sa famille. Mais ça, c'est permis. On peut épouser sa femme. Maintenant, tu sais, si papa veut, je ne demande pas mieux. S'il te plaît, tu verras comme je serai un bon mari. Jamais je ne donne de coups. Ou très rarement, mais tu ne peux pas espérer, n'est-ce pas? C'est évident. Papa lui-même m'en donne des claques quand je ne suis pas sage. Ainsi. Et oui, c'est la vie. Mais dis donc, pour ça, il faut que papa veuille. S'il ne veut pas que je devienne ta femme, s'il tient à ce que je devienne la sienne. Ma chère, vous êtes une enfant. Quand vous aurez 11 ans, comme moi, que vous aurez l'expérience de la vie, vous ne direz plus d'enfantillage de la sorte. Ah vraiment, monsieur? Alors je suis un bébé tout de suite. Non, mais tu es jeune. Et alors, tu comprendras que tu pourrais épouser ton père. Et ça, ce n'est vraiment pas possible. Je ne vois pas d'exemple, tout du moins. Pas lorsqu'il a une femme. Quelle femme? Ta maman. Ah, maman, c'est pas une femme, c'est maman. C'est pareil. Et vois donc ce que ça ferait. Tu deviendrais la maman de ton petit frère. C'est vrai pourtant. Et je deviendrai ma maman aussi à moi, puisque je serai l'épouse de papa et que je suis sa fille. Il n'y a plus moyen de s'y reconnaître. Non, mais tu me vois ma maman à moi? Est-ce que je me gâterais? Oui, bah enfin, du temps que ta maman est encore en vie, tous tes plans tombent à l'eau. Alors il faudrait que maman soit veuve pour que je puisse épouser papa? Mais non, il faudrait que ce soit ton père qui soit veuve. Oui, enfin, pour ça il faudrait que maman soit décédée. Oh, pauvre maman! Oh, comme le monde est méchant! Il veut que la femme meure pour qu'on puisse épouser son mari. Oh, c'est mal, c'est très mal! Voyons, ma petite Henriette, calme-toi. Sois un homme comme moi. Regarde, je ne pleure jamais. Et puis, épouse-moi, je te dis. C'est ce qu'il y a de mieux. Tu verras, je serai si gentille. Oh oui, tu es gentille, toi. Je veux tout ce que tu voudras. Et quand? Quand quoi? Quand veux-tu que nous nous marions? Ah, dame,
Il faut que nous en parlions à nos parents. Oh non, nous leur dirons après. Pourquoi pas avant? Ce serait plus convenable. Oui, mais s'ils disent non. Pourquoi veux-tu qu'ils disent non? D'abord, moi, quand je suis sage, papa ne me refuse rien. Je ne te dis pas, mais moi je suis d'avis d'attendre que ce soit fait. Et s'ils se fâchent, d'abord il sera trop tard. Et nous répondrons que nous croyons leur avoir dit. Ou plutôt que n'ayant pas osé leur dire, nous leur avons écrit, et qu'ils n'auraient peut-être pas reçu la lettre. C'est cela, sur le dos de la poste, blanc. Ah oui, mais voilà. Monsieur le maire et monsieur le curé, ils connaissent papa, alors ils voudront peut-être pas. Qu'est-ce que ça nous fait, monsieur le maire et monsieur le curé? Mariez-nous d'abord, nous leur dirons aussi après. Ah non, on se marie toujours devant monsieur le maire. Ah ça, c'est parce qu'on le veut bien. Il se marie bien sans nous, lui. Alors, nous n'avons qu'à en faire autant. Nous n'avons qu'à faire mettre sur du papier, j'ai l'honneur de faire part du mariage de René avec Henriette. Et ça suffira. Tu crois? Oui, après tout, c'est notre mariage, ça n'est pas le leur. Ah, c'est clair. Ah, par exemple, quand on épouse quelqu'un, on s'échange des bagues. Je te donne la mienne et tu me donnes la tienne. C'est ça qui fait le mariage. Oui. Ah, mais j'ai pas de bague, moi. Oh, ni moi non plus. Oh, attends, je sais où il y en a. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal. Je cherche des anneaux. Il y en a dans les rideaux. Oh! En voilà deux. Bon, tant pis, je les ai arrachés. Oh, regarde, ils sont trop grands pour mon doigt. Ah, tu mettras ça à ton pouce. Voilà. Maintenant, mets-toi-nous à genoux, comme à l'église. Voilà. Maintenant, tu me donnes ta bague. Voilà. Je te donne la mienne. Très bien. Et bien voilà, nous sommes mariés. Vraiment? Ce n'est pas plus difficile que ça? Maintenant, tu es ma femme. Tu portes mon nom. Comment? Je ne m'appelle plus Henriette, je m'appelle Renée. Mais oui, Madame Renée. Madame Renée, que c'est drôle. Oh là là, nous allons être heureux. Nous allons aller au théâtre. Aux premières, comme papa et maman, à Guignol. Guignol. Je n'aime pas beaucoup qu'on voit ma femme dans ces endroits-là. Et puis, tout cela dépend. Si papa me met au collège, Tu es mon mari, j'irai avec toi. on n'y reçoit pas les dames. Et puis, tu sais, j'en ai besoin si je veux être militaire. Militaire, toi? Oui, je veux me mettre général, comme mon oncle. Eh bien alors, je me ferai cantinière. C'est là-bas qu'ils reçoivent les dames. Je ne te dis pas, mais non, c'est assez d'un militaire dans un ménage. Dis donc, tu me donneras des diamants, des voitures, des joujoux? Ah, moi je veux bien, mais ça coûte cher ça. On est riches, et puis nos parents nous donneront. Qu'est-ce que nous avons enfin? Moi, j'ai 10 francs d'un côté, 25 francs que mon oncle m'a donné, 48 sous dans une tirelire et 75 centimes dans ma poche. 10 francs et 48 sous. Qu'est-ce que ça fait 10 francs et 48 sous? 10 et 48... 58. Tu sais, avec les 10, c'est très facile. Bon, 10 et 10 et 14. Non, 58. Francs ou sous? Je ne sais pas. Francs, ça vaut toujours mieux. Tiens, comptons chacun de notre côté. Tu dis 10 francs, 48 sous, 75 centimes, 25 francs et moi j'ai 9 francs. Bien. Donc, 9 et 5, 14. 0 et 5, 5. 14 et 8, 15 et... 13. 15 et 13, 31. Et 18. Et 18, 63, 64, 65. Et 9, 133. 26 plus 4, 35. 156 et 8, 153. Là, ça y est, je trouve 97 et toi? Moi je trouve 859. Oh, nous devrions nous être trompés. Comment ça se fait? Ah, je sais pourquoi. Tu as commencé l'addition par en haut et moi par en bas. Ah, ça doit être ça. Je commencerai toujours par en bas. On trouve bien plus. Eh bien, voilà, on est tout à fait riches. Nous pouvons donc nous prendre un petit hôtel. Et là, nous recevons. Et on m'appellera madame. Ah, madame, monsieur votre mari, tout va bien? Mais très bien, chère madame. Il sera désolé de ne pas vous avoir vu. Il est sorti justement aujourd'hui, il a été à la guerre.
Oh, vraiment? Et vos enfants? Oh, mes enfants vont très bien. Ils doivent être grands. Ah oui, c'est tout dire, madame. L'aîné a 8 ans. Oh, comme ça grandit. Et il y a combien de temps que vous êtes mariés? Il y a 6 mois, très chère madame, il y a 6 mois. Patati et patata, oh, ce sera amusant de faire la dame. Il y a les voyages de noces. On partira tout seul, sans la gouvernance. On est des hommes, on ira loin, en Italie, en Turquie. À Saint-Cloud. Oui, si l'on veut. Oh, que c'est beau d'être libre, de ne plus avoir personne à obéir. Nous pouvons faire ce que nous voulons maintenant que nous sommes mariés. Et d'abord, plus de leçons. Plus de leçons, plus rien. Et quand madame l'institutrice reviendra, nous lui dirons, mademoiselle, nous n'avons plus besoin de vous. Monsieur René, madame Henriette. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est madame l'institutrice, mademoiselle Schumann. Nous ne connaissons pas nos leçons. Vite, dépêchons-nous. Ben voilà, c'était la fin du spectacle. J'espère que ça vous a plu. On voudrait dire un merci tout particulier à Mélanie et Simone qui nous ont accompagnés pendant ces 3 jours. Je veux les applaudir. Et merci à Etienne à la régie. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous êtes formidable.